On a créé un groupe d'intervention urbaine qui s'appelle le LUIT, Laboratoire urbain d'intervention temporaire. Et on est parti d'une méthode d'observation des lieux, d'observation de plusieurs éléments. Et on est arrivé sur cette place qui nous a interpellés avec une intervention qui existait déjà. Et que c'était aussi une manière de ne pas faire des travaux et de ne pas peut-être faire un parc, quelque chose comme ça, à propos de, dans cet endroit-là. Et donc on a décidé d'écrire Ménilmontant. Et pourquoi pas, on a des petites lettres, mais l'idée c'est qu'on fasse des grosses lettres pour faire une sorte d'idée de parc. Pourquoi pas faire un parc, planter des choses ici. C'est écrit quoi? Meunier. Presque. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je ne sais pas justement, voilà. Essayez de lire. Venez voir. Allez, devinez. Ménilmontant. 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 Mais non. Allô? Oui, allô, bonjour, service des télécoms. Ta maman est là? Non, elle fait le tapin. Ah bon, et ton papa, il est là? Il fait le tapin aussi. Y a pas ta grand-mère? On fait le tapin aussi. Je sais pas, mais tout le monde fait le tapin, et ton frère, t'as un grand frère? Si, il fait le tapin de Noël aussi. Quel est le cadeau le plus pourri que vous avez reçu pour Noël? Ma femme. Ah. Le cadeau le plus pourri? Oui. Vous avez fait le moins plaisir? Un porte-clés. Pour vous dire, ouais, chez nous on fête pas Noël, on fête Hanouka. C'est en ce moment d'ailleurs. Ah non, moi je suis musulman, je fais pas Noël. Ah d'accord. Désolé. Je sais pas. Ah non, c'était un wok. Horrible. Le plus pourri? Oui. Un bisou. Ah, sérieux. Bah non, j'en ai déjà eu en double, mais sinon non. D'accord. Une cravate. C'est une fois une paire de chaussettes en Angleterre, rouge. Et elle est devenue quoi, cette paire de chaussettes? Je l'ai utilisée pourtant, ouais. Ah d'accord, très bien, merci. Faire un enfant. Un vieux rasoir à barbe, c'était horrible. Vous en avez fait quoi? Poubelle. Direct. Le cadeau le plus beau que j'ai reçu, je l'ai reçu, si je me rappelle bien, je crois que c'était au mois de mai, comment vous appelez ça, quelle année, 2007, quand le nain de jardin a été élu. Comment vous l'appelez là, le mari de la chanteuse? Non, pas la chanteuse, la squelettique plutôt. Mais sac d'os. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si, mais dans ce cas-là, je refais cadeau à quelqu'un. Pas de cadeau du tout. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette cravate? Je l'ai jamais mise. Elle est bonne celle-là, hein? Et vous avez fait un cadeau nul? Non, jamais. Ils sont toujours bien vos cadeaux? Bah oui, super, génial. Pourquoi vous avez fait un cadeau pourri, monsieur? Parce que ça fait du bien de faire des cadeaux pourris, ça défoule. Et on a l'impression de faire une bonne action, et surtout on attend la réaction de la personne pour voir le beau sourire et le grand merci, c'est joli, oh je l'avais pas. C'est ça qui est bon, ça. Quel cadeau le plus pourri que j'ai reçu? Oui. Pourquoi il y a des cadeaux pourris? Un cadeau c'est toujours beau, quel qu'il soit. J'ai jamais eu de cadeaux pourris, j'ai toujours eu de beaux cadeaux. Oh bah ça arrive quand même sur toute une vie. Ben oui, 75 ans, je cherche. Bon, de me retrouver peut-être un jour de Noël toute seule. C'est ça, je pense. C'est vraiment un cadeau pourri. Ça, c'est vraiment un cadeau pourri, hein. Ouais. Non, mais quand je dis ma femme, ça veut dire ça fait 13 ans que je la supporte, hein. Ah d'accord. Tous les jours, je l'emballe, je la déballe et voilà, c'est la même chose. J'en ai marre.
projet de loi Macron qui remet totalement en cause les fondements de notre profession et qui veut vendre notre profession notamment au capitalisme, aux grands groupes anglo-saxons. Par exemple, on veut créer le salariat de grandes entreprises, c'est-à-dire les avocats vont être salariés de grandes entreprises, ne seront plus soumis à un ordre, à une hiérarchie, à une déontologie notamment. Ce seront des électrons libres et c'est totalement en contradiction avec le fondement de notre profession. Premièrement, le ministre Macron utilise le procédé le moins démocratique qui soit puisqu'il demande une habilitation pour légiférer par voie d'ordonnance au lieu d'appeler à la concertation, ce que nous voulions. Il évite le débat parlementaire. Très bien que le projet de loi Macron est un projet fourre-tout. Toutes les professions sont concernées par ce projet et remettent totalement en cause le fondement de toutes ces professions, notamment toutes les professions judiciaires, greffe des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, notaires, huissiers, avocats. Et ensuite, la réforme est une réforme qui va coûter de l'argent au lieu de faire économiser, comme il disait, de faire revenir de l'argent dans la poche des Français. C'est parfaitement inexact. Et nos professions sont gravement en danger. Indépendance, secret professionnel, avocat de proximité, c'est absolument scandaleux. Livrer nos professions judiciaires au grand capitalisme, on pouvait s'attendre à tout, sauf à ça d'un gouvernement de gauche. C'est étonnant, mais est-ce que le ministre de l'économie est vraiment de gauche? Il aura fallu un pouvoir socialiste pour que ce soit les libéraux et les financiers qui prennent le pouvoir et qui conquièrent en permanence des parts de marché. C'est extrêmement cruel pour ceux qui ont voté pour M. Hollande. La grosse difficulté, c'est que les compagnies d'assurance et les sociétés financières vont intégrer les avocats puisqu'ils veulent faire devenir avocats leurs juristes déjà. C'est-à-dire que demain, le citoyen qui veut choisir un avocat, si la compagnie d'assurance lui dit non, vous n'avez pas accès à l'avocat, eh ben, il ne pourra rien faire, parce qu'il n'y aura qu'une sorte d'avocat, avocat en compagnie d'assurance ou société financière. Des exemples concrets, il y a par exemple la possibilité pour les juristes d'entreprise de devenir avocats. Il est évident que les grandes entreprises ne vont pas embaucher des avocats, mais vont transformer leurs juristes d'entreprise en avocats. Donc par exemple ici à Paris, si vous prenez Nanterre et Bobigny, où il y a tous les sièges sociaux d'entreprises avec des étages déjà de juristes qui vont devenir avocats, à mon avis le barreau de Paris est complètement perdu. On veut ouvrir la justice aux marchands, oui, c'est exactement ça, et à la finance internationale. C'est une façon de privatiser, mais au détriment du citoyen, puisque ces juristes d'entreprise qui n'ont pas la culture de l'avocat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la culture de l'indépendance, qui n'ont pas la culture du secret professionnel, vont avoir comme priorité de satisfaire leur employeur, de satisfaire les actionnaires, puisqu'il y a l'ouverture des capitaux qui est prévue, et la satisfaction du droit de la défense et du citoyen sera le dernier des soucis. L'avantage de cette profession, qui est pour nous quelque part une faiblesse, c'est notre autonomie, notre indépendance. Mais pour les justiciables, c'est une force, puisqu'il a toujours un avocat qui correspond à sa personnalité et à la cause qu'il veut défendre. Elle sera plus assurée parce qu'on aura des avocats qui seront à la botte de CGTEL, à la botte de la BNP, à la botte de telle autre compagnie d'assurance et qui prétendront défendre de manière indépendante le simple justiciable. Mais on attend vraiment énormément de monde, c'est extrêmement important. Il faut vraiment lutter contre ce capitalisme judiciaire qu'on est en train de nous mettre en place. Il en va de la défense des citoyens. Un citoyen injusticiable n'est pas un consommateur et ma robe n'est pas à vendre. Nous les avocats, nous sommes proches de nos clients, mais nous sommes surtout proches et viscéralement attachés à notre indépendance. Rassurez-vous et que les Français se rassurent, on sera toujours là pour se défendre et pour les défendre. En mettant en place d'un côté le sacrifice des professionnels du droit pour mieux pouvoir vendre derrière, dans un faux débat parlementaire, la réforme du travail du dimanche, c'est du marchandage des droits des travailleurs et du marchandage des droits des citoyens. C'est inadmissible. On n'a jamais vu autant d'avocats dans la rue. Mais c'est normal, c'est tout à fait absolument exceptionnel parce que ce projet de loi Macron vient complètement, alors que la justice est déjà très basse, eh bien il vient mettre à néant un système qui marche. Et aujourd'hui les avocats sont là parce que pour rappeler que la justice ce n'est pas une marchandise, le droit ce n'est pas une marchandise. Et le projet Macron vient mettre à néant, et je le répète, l'ensemble des droits du citoyen. Dites-moi, on n'a jamais vu autant de robes dans la rue, ne serait-ce que les avocats seraient très féministes du coup?
Tout à fait. La femme est l'avenir de l'homme. Les actions du gouvernement, nous non plus, nous les comprenons pas, c'est pour ça que nous sommes ici. On Cette ne s'attendait décision- pas à ça et on espère qu'il va changer d'avis en voyant tout le monde ici qui conteste cette loi qu'il envisage. Que c'est une loi qui va complètement déstructurer des entreprises qui marchent bien. Voilà, c'est tout. C'est le modèle anglo-saxon avec tout ce que ça veut dire. Macron s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Ça relève du ministre de la Justice, du garde des Sceaux. Exactement. Voilà. Ça fait combien de temps vous n'aviez pas manifesté, vous? Très longtemps. C'est ça. Je termine ma carrière. Je suis dans le notariat depuis 1973, notaire depuis 82. Mais malheureusement, les événements nous forcent à descendre dans la rue. Et surtout, je pense que c'est une des premières fois où c'est transversal, on va dire. Il y a les notaires, les huissiers, les avocats, les mandataires judiciaires aussi. Donc, un mot qu'on va entendre beaucoup dans cette manifestation, c'est non à la marchandisation. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Regardez, il y a une excellente pancarte là-bas. Sans dents, sans défense. Hallucinant, on marche sur la tête. Mais c'est d'autant plus scandaleux que ce soit un gouvernement de gauche qui prenne ces décisions-là. C'est un gouvernement de droite déguisé en gauche pour le monde de la finance. On va être les avocats de patrons et on va être payé par des patrons pour être aux ordres du patron. Pourquoi Paris n'a pas appelé, justement, le barreau Paris n'a pas appelé à la manifestation? Oui, parce que je pense que la réforme leur sied, je pense, et qu'ils ne sont pas trop solidaires des autres avocats. Je pense que le barreau de Paris est très intéressé par l'introduction de la finance dans les cabinets d'avocats. Contrairement aux barreaux de province qui ont encore peut-être un état d'esprit d'indépendance plus que Paris. Mais ça, je m'avance peut-être un peu. Il semblerait que ça puisse convenir à certains, mais en tout cas, ça ne convient pas au barreau de province. Ce panneau. On est nombreux, je ne sais pas combien, parce que c'est noir de monde. Peut-être à peu près 50 000. Avec les avocats, avec les huissiers, avec toutes les professions juridiques. S'ils ne reculent pas, on va le faire reculer. Voilà, c'est tout simple. Macron, un certain monsieur qui fait des projets de loi dont personne ne veut. Il a dit qu'il était de gauche, je crois, mais je ne sais pas où on l'a recruté, peut-être dans les milieux, peut-être qu'ils ne sont pas de gauche. Enfin, c'est les questions qu'on se pose tous. Et aujourd'hui, on vient poser nos questions au gouvernement. On est dans un pays quand même assez extraordinaire où ce qui fonctionne, on a envie de le détruire. Alors que ça fonctionne, ça marche, ça rapporte 1,8 milliard par mois à l'État. Ils veulent tout casser. Ils ont raison. Télévocal, c'est la télé du quartier. Alors on fait un numéro spécial Noël et on aimerait que vous souffriez une petite chanson de Noël. Il est né le 10 Mon beau sapin, roi des forêts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va si facilement. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Jingle bell, na 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 na. Na 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 na. Desambre o ngai domitila Papa Wemba ngai na koyana ngana ndule na yo Desambre na Belgique o tokobeta forme. Si Papa Noël, quand tu descendras du ciel, Avec des jouets par milliers, avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mon petit soulier. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. N'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra
âge a le Père Noël? Je sais pas. 150 ans. C'est un Highlander, il est mortel. 70 ans, 75 ans. Il n'est pas tout jeune. Ah, il a pas d'âge. Il est vieux, Père Noël. Ça, des millénaires, je sais pas. 150 ans. L'âge des tempêtes? Je sais pas son âge, mais je pense qu'il n'existait pas. Quel est son prénom au Père Noël? Père Noël ou Papa Noël ou Papy Noël ou n'importe, je sais pas moi. Pour moi, c'est Père Noël. C'est pas de la Saint-Sylvestre? Claude. On va dire Jean-Noël, je sais pas, ça fait un prénom double, c'est pourquoi pas. Nicolas? Klaus en allemand. Où vit le Père Noël? Dans la neige. C'est le pays du Papa Noël. Il est là-bas avec les cerfs, avec les eunuques. Comme ça, on les appelle les eunuques? Les eunuques? Au pôle Nord. En Laponie. En Finlande, non, la ville qui s'appelle Rovaniemi, un truc comme ça. Qu'est-ce que l'Ascension? C'est un week-end. C'est pas le jour des morts? Je crois que c'est le jour des morts. Non? Non, c'est la Toussaint, ça. À monter vers le ciel. L'Ascension, c'est pas la fête de la Vierge? C'est quand Jésus monte au ciel, c'est la résurrection, c'est l'ascension. C'est la mort. Quand Jésus il est mort, il monte au ciel. Qu'est-ce que l'épiphanie? Je sais pas, on fait des crêpes, c'est pas ça? C'est Noréal. Épi. Alors attends, on a épidémie. C'est une épi qui est fanée. Épiphanie. Le jour où on mange des crêpes. Épi. Je sais pas. Épicent. Ça, c'est la galette des rois, c'est l'arrivée des rois mages, je crois. C'est quand les rois mages arrivent pour voir Jésus, lui offrent des cadeaux. La profession de Marie? Mère au foyer. Agricultrice. Elle était une femme au foyer, je sais pas moi. Elle était fermière, non? Je sais pas, nonne. Prostituée, je crois, non? Je sais qu'il était une femme, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, quoi. Je crois qu'il y avait des femmes au foyer, on va dire. Pourquoi avons-nous appelé Jésus le Christ? À cause de la croix, je suppose. Christ, parce que Christian, c'est Christian. Il s'est fait crucifier? Un hommage à Christian, ouais. Le Christ. Pourquoi on l'appelait le Christ? Crucifié. Parce que c'est... Normalement, nous, on dit comme ça, c'est un fils dédié, quoi. C'est après la blague, pourquoi les églises sont sonorisées? Parce que Jésus-Christ... C'est une puissance, on l'a appelé Christ. Viva Santa Claus! Ouais! Viva Santa Claus! C'est le Santa Claus 2015, non 2014. Pas des conneries, hein, c'est Noël. Faut y croire, du tout, on y croit. Well, but to say something, sorry, You are the real one. Yeah, the real one. Yes, yes, it's my occupation. That's right. Here I am, travelling incognito around the world. Oh, je suis Madame Santa Claus. Ah, Santa Claus. Moi, je suis le Santa SM. Le père Fouettard, avec son fouet. Vaut mieux avoir affaire au père Fouettard qu'à moi. It's just for fun with people dress up as Santa Claus and have fun together and get into the holiday spirit. Ah, Télébocal, cette année c'est la misère. Ah, c'est la misère. Par contre, Télébocal, toujours fidèle. Merci. Merci Télébocal. Télébocal. Ah, Télébocal, toujours avec nous. Même avec la pluie, on va chauffer la pluie. Ça fait la 3e fois que je la fais. Je suis une mère Noël très fidèle. C'est ma 2e année seulement, mais j'aurais aimé en faire plus. Mais je pouvais pas, j'étais trop jeune à l'époque. Maintenant je suis majeur, je viens tous les ans. Mais c'est surtout une action vraiment symbolique et nécessaire. Tous les ans, les sapins sont martyrisés, torturés, décorés. Ils n'ont jamais demandé ça, les sapins. Il faut les libérer. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre. Libérons tous ensemble les sapins. Libérez les sapins, libérez les sapins, libérez les sapins. Faut s'habiller en Père Noël et aller courir dans la rue et crier libérez les sapins. Libérez les sapins, libérez les sapins, libérez les sapins.
Parce que j'en ai marre de voir tous les cadavres de sapins comme ça dans la rue. C'est pas bien, c'est pas bien. Ils sont des droits, ils ont des sentiments. Ils souffrent, ils souffrent. Les sapins souffrent quand on les coupe. C'est trop cruel. Il faut arrêter ce massacre absolument. Je pense qu'on fait beaucoup de mal aux sapins chaque année et qu'il faut que ça change. Tous les ans, on essaie de lutter, de se battre contre ça, parce que ces pauvres sapins, ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont rien demandé. Libérez les sapins. Voilà. Que la coutume, c'est de faire un grand feu, tu vois, sur la plage. Ouais, j'ai les boules. J'hésitais, mais il y a des enfants autour, donc bon. C'est grande boule. Grosse boule, les sapins. Oui. Boule. Libérez les sapins. Libérez les sapins. Libérez les sapins. Libérons les sapins. Libérons les sapins. Dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. Libérez les vocales. Libérez les vocales. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Happy New Year! Noël, moi j'aime pas Noël. Je déteste Noël. Bonne année, mon cul. Il est là le Père Noël. Il faut faire quelque chose. Pourquoi dans la neige? Non? Assez d'être plumé. On se rebiffe contre l'austérité. Assez. Poussez pas. On se rebiffe contre l'austérité. Il paraît qu'on peut pas aller à l'Assemblée nationale. On y va quand même. C'est la maison. On y va quand même. On y va. Vous avez des responsabilités, non? Vous n'avez pas les gens aller devant l'Assemblée. C'est pas nous qu'on a creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Il nous bloque là, on reste là ou on y va? On y va? Vous êtes sûr? On y va ou on reste là? Il nous bloque là. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Dans le parcours initial, on devait aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Mais bon, visiblement, on a un pouvoir qui a peur du peuple et qui a surtout pas envie de l'entendre. Il n'y a aucune violence dans cette manifestation, mais dangereux politiquement, parce que ce qu'on porte va à l'encontre de la politique du gouvernement. Ils font 40 milliards de cadeaux au patronat qui vont dans la poche des actionnaires et qui créent aucun emploi, pendant qu'on prive les collectivités territoriales et la population de services publics et des moyens pour investir, alors que ça crée de l'emploi et c'est utile à la population. C'est vraiment une mobilisation qui exprime une colère qui date depuis très longtemps. Et cette colère, autant qu'elle s'exprime dans la mobilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les habitants de toutes nos villes. On est dans les villes les plus pauvres de la région parisienne et justement dans ces villes, où en plus dans ces villes, il y a une baisse du budget de l'État et donc on ne voit pas du tout comment les villes vont s'en sortir. Donc on est révoltés. On se rebiffe, on est plumé une fois de plus. Parce que c'est l'Assemblée qui vote le budget, que dans ce budget, il y a des baisses de dotation pour les collectivités locales et en plus pour les donner aux chefs d'entreprise, aux actionnaires. À la ville de Saint-Denis, dont je suis élu, c'est 22 millions d'euros qui vont être ponctionnés aux Dionysiens. C'est l'équivalent de ce qui a été donné cette année à Total en CICE et ça remet en cause le fonctionnement de nos services publics. Nous, à l'île Saint-Denis, il va nous manquer sur 3 ans 750 000 euros. C'est lourd. Ça fait 250 000 euros par an, plus d'autres dotations qu'on n'aura plus
En tout, je pense qu'on a vu le budget. En 2017, il nous manquera presque 1 million d'euros. On avait prévu effectivement comme on construit un nouveau quartier, il va falloir une nouvelle école, mais on ne va pas pouvoir le faire. Nous, le pognon, le bouffon, nous, le pognon, Je viens de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, moi. Mais enfin, je viens en solidarité, parce que ça arrive chez eux, ça arrive chez nous aussi. Hein. On voudrait d'abord remercier tous ceux qui ont fait la grande marche depuis l'île Saint-Denis, mairie de Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil, Gennevilliers, Aubervilliers. Et vous savez que dans des circonstances particulières, les minorités agissantes peuvent soulever des montagnes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Nous sommes partis très petits dès le mois de septembre, avec un peu d'humour, un peu de volonté, beaucoup de dérision et de détermination. Nous avons été entendus à travers toute la France et même au-delà. Il nous reste encore quelques jours pour atteindre le 22 décembre, le jour de du vote de la loi de finances. La proposition que nous avons discutée entre les maires au sein de la marche, et je la propose à l'ensemble des citoyens, puisque c'est un collectif d'élus et de citoyens, c'est de faire une lettre ouverte aux députés de Seine-Saint-Denis. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. On a besoin de savoir quelle est leur position. Il ne faut surtout pas baisser les bras face à cette mobilisation, parce qu'avant tout, comme tu l'as rappelé Michel, c'est une mobilisation citoyenne, avec des élus de combat, parce que nous sommes aujourd'hui depuis plusieurs jours dans nos villes et quartiers populaires. Comment accepter de baisser des dotations dans nos villes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire ici aux habitants que nous allons fermer des services publics importants, tels que le centre municipal de santé, des écoles, des centres de loisirs pour nos enfants, ne pas réparer des routes. Ça veut dire quoi? C'est complètement injuste. Dans des territoires où nous misons sur la jeunesse, où nous misons sur l'éducation, où nous misons sur le vivre ensemble, on est en train de vivre la double peine, on ne peut pas l'accepter. Et c'est à l'os, mais on peut être plumé à l'os, mais en tous les cas on est déterminés et mobilisés pour continuer. Merci à vous tous et le combat continue. Bravo. Si on ne dit rien, ils vont croire que ça nous convient. Donc il faut bouger. Nous, on n'a pas les médias pour nous, à part Télévocal. Une politique d'austérité absolument scandaleuse. Je ne souhaite qu'une chose, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu'il y ait désormais des plumées de l'austérité dans tous les départements de ce pays et que nous fassions reculer cette politique injuste et inefficace. Le premier événement sympa que l'on a développé, c'est de mettre en place un péage à un pont. Les gens ne pouvaient passer que s'ils faisaient une grimace à l'austérité, que l'on prenait en photo et qu'on envoyait directement au Premier ministre. Donc déjà là on a tiré la sympathie. Et la deuxième action très importante, c'est lorsque nous avons fait 2 photos, une première en grande tenue, voilà, donc on en habille ordinaire de travail, je dirais, et la seconde en petite tenue, pour montrer dans quel état on serait rendu si l'austérité était mise en œuvre dans notre commune populaire. Et donc cette action, cette dernière action, qui a tourné, qui a fait le buzz, excusez-moi l'expression, mais sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'ensemble des médias, et nous a attiré une sympathie phénoménale. Donc nous avons un exemple concret de notre capacité, de la créativité populaire, à allier à la fois la combativité, l'humour, la dérision et la mobilisation. Et je peux te dire que ce message-là, les plumés se rebivent contre l'austérité, c'est les citoyens eux-mêmes. On a demandé à des citoyens, dites-nous quel slogan vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez justement mettre en avant. Ça change en effet, tu as tout à fait raison, des slogans, et j'ai rien contre les slogans de syndicats, de partis politiques. Il fallait trouver un slogan qui fasse parler de lui-même, et un slogan qui soit à l'image aussi de notre population, et c'est le cas. On est vraiment des plumés de l'austérité. Certes, on est plumés, mais on a encore une tête, et on a encore une envie de se mobiliser ensemble. Excusez-moi, mais la gauche, c'est nous. Mais la gauche, c'est pas une étiquette, ce sont ceux qui se battent au quotidien et qui sont capables d'inventer des modalités d'action. Et ici, si vous voulez, on revitalise une vertu populaire qui est qu'on peut vivre, comment dirais-je, on peut vivre dans le dénuement, dans la pauvreté, mais on a toujours le sourire et le mot pour rire en quelque sorte. C'est un coup de gueule, c'est un coup de colère, mais c'est aussi un message d'espoir, de dire voilà, on a beau être dans la merde, on a beau être dans ce poulailler, parce qu'en gros, on est vraiment dans un poulailler, on est traité comme ça dans un poulailler, mais dans le poulailler, je peux dire que ça dégage de l'énergie et ça dégage aussi de l'envie de se battre. C'est-à-dire que on est en capacité de développer l'initiative populaire pour remplacer le vieux monde qui est en train de s'écrouler. Il y a un monde là qui finit, et donc ça ne va pas se passer dans l'ordre.
Donc il va y avoir à être vigilant. Bonjour, je m'appelle Raymond Van Struck et je suis Père Noël. Je suis recherché dans mon pays une fois pour des enfantillages. Depuis, je suis obligé de me cacher. La meilleure façon de passer inaperçu en période de fête de fin d'année, c'est de se déguiser en Père Noël. Et j'en profite bien. Ça me rend très joyeux. Une petite photo. Il lui a peur. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc et je suis tapin de Noël pour les périodes de fête. En quoi ça consiste d'être tapin de Noël justement? Alors ça consiste à me déguiser en sapin de Noël et ensuite de me poser dans la rue de Paris comme ça. C'est une initiative de la mairie de Paris et c'est mon métier de tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de notre tapin de Noël plutôt? C'est très joli, c'est bien, ouais. Ça a été mis en place par la mairie de Paris, ils en ont mis plein dans les rues pour égayer les rues, les gens, les enfants. Je pensais que c'est une bonne initiative. Elle est là comme ça, toute une journée avec ce froid comme ça. Et c'est pas trop dur d'être tapin de Noël quand il fait froid, de rester des heures comme ça? Il y a des avantages et des inconvénients? Ah bah il y a certains avantages, des fois des mamies veulent même sapin à Noël, donc ils me prennent le soir chez elles. Vous pouvez aussi l'amener chez vous pour vous réchauffer le soir de Noël? Paire de chaussettes en anglais. Je suis pas sûre que le compagnon serait tout à fait d'accord quand même. Hein. Ah, vous en avez déjà un à la maison? Oui, oui, tout petit. C'est suffisant. Pour ça. Sinon, bah, des fois il y a le chien qui passe et ils me confondent avec un vrai sapin. C'est un peu déplaisant. Va pas pisser sur le sapin de Noël, hein. C'est un tapin de Noël, on pisse pas dessus. Hein. Bertrand Delanoë a pensé à mettre des tapins de Noël un peu partout pour égayer les rues. Il aurait pu le couvrir quand même. Bah oui, mais c'est un intermittent, vous savez. Hein. Qui ça, Bernard? Non, lui, il est intermittent, il gagne un peu. C'est pas une raison. Ouais. Non, faire des personnes comme ça gelées, je ne trouve pas. Parce qu'ils leur donnent de l'argent, soi-disant, ils les payent. Combien vous êtes payés? Bah, ils sont smicards. Hein. Saloperie de cette société. Bon, voilà. C'est pas trop mon truc, mais là quand je vois ça, si c'est vraiment lui, chapeau. On a entendu dire qu'effectivement il y a des bons côtés comme de faire ce boulot-là. Alors oui, effectivement, des fois il y a des jeunes femmes seules qui viennent me voir en me demandant si je voulais bien faire le tapin de Noël chez eux directement. Moi j'aime beaucoup, j'adhère. Je veux le même à la maison. Je trouve ça très original. Il chante des chansons de Noël aussi? Et il peut chanter des chansons de Noël quand on lui demande. En fait, en tant que tapin, c'est que vous pouvez le prendre et l'emmener chez vous aussi, c'est ça? J'ai déjà le mien. Ah, vous avez votre propre tapin à la maison, à domicile? Ouais. Ah, il est au chaud déjà? Ah oui. Parce que lui, le problème, c'est qu'il faut le réchauffer aussi. Hein. Comme il est resté longtemps dehors. Bernard, il a qu'à le réchauffer, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Pour moi, c'est un devoir civique. Voilà, c'est tout simplement mon devoir de patriote. Ah, un tapin de Noël. C'est pour moi ce soir. Bien. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? He said in a food while she fresh in love. Augmentez les salaires! Allez, horaires! Augmentez les salaires! Allez, horaires! Augmentez les salaires! Allez, horaires! Nous nous retrouvons devant les Galeries Lafayette pour manifester contre l'ouverture le dimanche et le travail de nuit. Je suis contre pour les raisons qu'a dit ma camarade, c'est que c'est un repos fixe pour tous les salariés et le dimanche. Et on sait très bien que le fait de travailler la nuit aussi, ça déstabilise la vie sociale, la santé. Voilà, et je pense que c'est toujours la même chose. C'est ceux qui ne travaillent pas le dimanche qui veulent les magasins ouverts, mais ils ne pensent pas aussi aux travailleurs qui ont une vie de famille et qui souhaitent aussi en profiter. Quand on sait que la plupart des salariés du commerce et des services à Paris, ce sont à 80% des femmes qui travaillent à temps partiel imposé, qui sont payées entre 600 et 1000 euros par mois. Donc si on les oblige encore à venir travailler le dimanche alors que pour 80% d'entre elles, elles habitent en banlieue ou en grande couronne, il y aura effectivement une détérioration des conditions de vie. Et c'est surtout qu'en plus, c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que ils cherchent à travers le commerce à banaliser le travail de nuit et du dimanche, mais après pour l'étendre à d'autres secteurs.
dimanche, c'est pas un jour de consommation, c'est un jour de repos commun où on fait ce qu'on a envie, autre chose que le travail. Promenade à faire, la famille à revoir, il y a plein de choses à faire le dimanche, autre chose que de faire des courses. Qu'à un moment ou à un autre, ce soit ça qui génère la vie ensemble. Il y a des métiers, oui, l'hôpital, ou à un moment ou à un autre, c'est un impondérable. Mais à un moment ou à un autre, acheter, faire des courses, aller chercher du pain. Non. 6 jours sur 7, déjà dans la distribution, donc je pense que déjà, on a largement de quoi faire du lundi au samedi. Donc le dimanche, c'est pour nous et pour notre famille et nos enfants surtout. C'est très important. Avant les élections, qu'on pourrait avoir ce débat du travail le dimanche. Je n'aurais jamais pensé à ça, jamais. Mais pas du tout. Surtout que quand ils étaient dans l'opposition, tous ces élus là qui sont partis socialistes, ils étaient contre le travail du dimanche quand même. On marche sur la tête. Ben oui, on marche sur la tête, ben oui, complètement. Oui. On dit qu'on a si bonne raison de ne pas faire ses courses le dimanche. Oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Ça te coupe des copines, parce que les copines, elles, le dimanche, elles ne travaillent pas. Hein, donc elles se voient, tout ça. Ça te coupe de ta famille. Parce que quand il y a une fête de famille, qu'il y a un repas et tout, oh, bon, on va pas attendre José parce qu'elle va rentrer à 15h. Puis tu n'es pas plus payé. Parce que c'est dans ton contrat de travail. Donc c'est normal. Ce qu'on oublie de dire, si on donne la possibilité aux grandes enseignes d'ouvrir les dimanches, hein, je dis bien pratiquement tous les dimanches, puisque la droite elle voudrait que ça soit ouvert tous les dimanches, eh bien on oublie de quantifier le nombre de commerces indépendants de proximité, des petits commerces, qui vont fermer et qui vont aussi supprimer des emplois. Et vu comment on est payé, de toute façon, ça ne donnera rien de plus. Et dans le commerce, ça ne donnera pas de chiffre d'affaires de plus. Et le dimanche, c'est fait pour rester chez soi, profiter de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est ce qu'on fait. On est là parce que nous ne sommes pas d'accord de travailler plus de dimanche que maintenant. Voilà que les 5 jours, déjà on a 5 dimanches. Après dans la loi Macron, c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais, mais là pour en ce qui nous concerne, de nous augmenter les dimanches à des tarifs qui ne sont pas intéressants. Mais on est vendeuse, conseillère de vente. Donc vous êtes en plein dedans. Oui, ça marche à l'envers. C'est toujours pour ceux qui ont toujours plus, pour toujours ceux qui ont plus. Je pense qu'à Paris, on n'a pas besoin effectivement d'une extension du travail du dimanche. Aujourd'hui, on a plus de 25% des commerces qui sont ouverts le dimanche. On a 30% des salariés de commerce qui travaillent déjà le dimanche. Je pense que Paris est pourvu. Et l'argument du touriste chinois ne tient pas, puisque les études démontrent que les touristes asiatiques passent en moyenne 6 jours à Paris. Donc ils ont le temps de faire leurs achats la semaine, sans pour autant venir le dimanche. Et en plus, que je dirais, aujourd'hui, il est démontré que lorsque des commerces ouvrent le dimanche, notamment lorsqu'il y a des promotions, il y a des soldes, le chiffre d'affaires du dimanche est inférieur à celui du samedi, et maintenant même inférieur à celui du lundi. Parce que alors l'idée, c'est qu'on pourrait ouvrir les commerces dimanche pour que les gens y visitent, mais ne consomment pas. Par contre, on aurait des salariés qui seraient tenus de venir travailler. Donc il y a tout ça. Merci Macron, hein. Voilà.